Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'audition de Patrick Romero. C'est le président de Shell France. Il est entendu par la délégation sénatoriale à l'Outre-mer sur la question de la prospection pétrolière en Guyane. Septembre 2011, la découverte de grandes quantités de pétrole au large de Cayenne avait en effet suscité à la fois beaucoup d'espoir en matière économique, mais aussi des inquiétudes en matière environnementale. Alors 6 mois après, où en est-on? Eh bien, élément de réponse avec cette audition. Nous souhaitons la bienvenue à nos interlocuteurs de Shell France et en particulier à son président, M. Patrick Romero, que je remercie d'être venu en personne présenter le projet d'exploration pétrolière au large de la Guyane. Comme vous le savez, notre toute jeune délégation sénatoriale de l'Outre-mer, créée il y a à peine 6 mois à l'initiative du président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, s'est saisie de plusieurs sujets d'étude. Notre délégation planchait ainsi ce matin même sur la proposition de résolution européenne relative à la pêche ultramarine afin de pousser l'Union européenne à reconnaître les spécificités de ce secteur de nos outre-mer à la faveur de la réforme de la politique commune de la pêche. Elle s'intéresse cet après-midi au projet de prospection pétrolière dans les eaux guyanaises. Un autre de ces thèmes d'études concerne en effet les enjeux des zones économiques exclusives ultramarines, enjeux considérables et qui nous paraissent de plus en plus imposants au gré des auditions que nous menons. La délégation a confié l'étude de ce thème relatif à la zone économique exclusive à 3 rapporteurs, dont 2 sont ici présents, Jean-Étienne Antoinette, sénateur de la Guyane, et Richard Tuyava, sénateur de la Polynésie française. La question des ressources potentielles de ces zones économiques exclusives confère à la France, grâce à ses outre-mer, le statut de 2e puissance maritime mondiale et est bien entendu, crucial. La prise de conscience des enjeux de développement liés à ce potentiel qui se décline dans différents domaines, ressources halieutiques, énergie fossile, énergie renouvelable, substances minérales stratégiques, est lente, mais désormais en marche, et la délégation sénatoriale à l'Outre-mer compte y prendre toute sa part. Les enjeux sont particulièrement importants pour nos territoires, les projets constituant autant d'espoir de développement, alors que le marasme économique est partout présent. Ces collectivités ultramarines sont souvent présentées comme des laboratoires en matière statutaire, comme en matière de recherche, mais jusqu'à présent, elles n'en ont pas récolté les fruits. Un axe majeur de tout projet doit donc être de produire localement des effets structurants et durables, permettant une diversification économique et le développement de véritables filières. Les promesses du projet pétrolier que vous allez nous présenter doivent se mesurer à l'aune de cet objectif prioritaire. Les perspectives d'un développement équilibré doivent également ménager les garanties environnementales. La biodiversité de nos outre-mer constitue un trésor inestimable. La biodiversité et qu'il faut absolument donc protéger, préserver, sauvegarder. Les exigences sont donc multiples et les données complexes, mais leur nécessaire conciliation est la condition incontournable du défi à relever. Il vous convient, Monsieur le Président Romero, de nous faire la démonstration que le projet de prospection pétrolière que vous portez répond à ces attentes et à ces objectifs. Pour un bon déroulement de la présente audition, je propose, mes chers collègues, que nous procédions en 5 séquences, chacune comprenant un exposé liminaire de Monsieur le Président, suivi d'un échange sous forme de questions-réponses. Cette façon de procéder devrait permettre d'éviter les redites et favoriser une bonne compréhension du projet. Il est bien entendu que seuls les sénateurs présents ici peuvent s'exprimer en dehors de nos interlocuteurs de Shell France. Les 5 séquences seraient donc premièrement une présentation du groupe Shell et la genèse du projet guyanais. En 2, la présentation du projet procédure moyen calendrier. En 3, les garanties offertes en matière de protection de l'environnement. En 4, les retombées économiques locales attendues. Et enfin, en 5e position, les conditions nécessaires
à la conduite du projet stabilité de l'environnement juridique et fiscal. Et si vous êtes bien d'accord, je voudrais tout de suite céder la parole à Monsieur le Président Roméo. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très honoré d'avoir de l'occasion qui m'est donnée de pouvoir vous présenter le projet et puis surtout de pouvoir répondre aux multiples questions que vous aurez sûrement. Alors, je suis accompagné d'une partie de l'équipe Shell, soit en France, soit basée à Cayenne, ce qui me permettra, j'espère, d'apporter des réponses plus précises à certaines de vos questions lorsqu'elles relèvent plutôt de leur domaine d'expertise. Alors, en ligne avec le programme que vous avez suggéré, je vais vous faire d'abord une présentation vraiment très rapide du groupe Shell et de l'historique du projet, mais rapidement parce qu'il est plus important de regarder ce qu'il est prévu de faire et les principes directeurs de nos activités. Alors, le groupe Shell, c'est la plus grosse société européenne. Nous sommes un des 3 ou 4 plus grands pétroliers mondiaux. Et nous sommes une très très ancienne société française puisque nous sommes en France depuis 1919. Nous sommes une société beaucoup plus ancienne que Total, par exemple. Et en 2009, nous sommes très fiers d'avoir créé la société Shell Exploration Production France qui porte le projet dont nous allons parler. Alors, avant de parler de prospection pétrolière, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi on pense qu'il est important de parler pétrole à une époque où le discours est essentiellement orienté sur les énergies renouvelables et sur le réchauffement planétaire, par exemple. Notre activité paraît un peu anachronique ou passéiste, et je vais quand même prendre quelques instants simplement pour vous donner notre point de vue sur le sujet. Lorsque nous, société énergétique, faisons nos scénarios énergétiques à l'horizon 2050, nous nous apercevons de 2 choses. D'abord, tout ce qui va se passer d'ici 2030 est quasiment déjà écrit, puisque le paysage énergétique 2030 est le résultat des investissements passés et qui sont en cours de réalisation, sachant que les projets ont une durée de vie de 20-30 ans. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à 2050, l'avenir énergétique dépend vraiment des choix qu'on fait aujourd'hui. D'où l'intérêt pour nous de regarder à l'horizon 2050. Et qu'est-ce que nous constatons, et en ligne avec de nombreux organismes, que la demande va énormément augmenter. Alors en fonction des scénarios, elle augmente plus ou moins, mais la demande énergétique peut doubler d'ici 2050. Et c'est quelque chose qui n'est pas innocent, puisque ça veut dire qu'en 35 ans, il faut produire une capacité énergétique équivalente à ce qu'on a produit depuis le 19e siècle. Donc c'est quand même un défi pour nous qui est très important. Et ce que l'on pense, c'est que la production va avoir du mal à suivre. Nous pensons à l'aube d'une période de pénurie énergétique et qui se traduit par exemple par une montée des prix de l'énergie au sens large. Et donc, faire des choix de production ou non-production d'une énergie ont un impact sur cette pénurie. Et nous sommes dans un univers où nous favorisons toutes les sources d'énergie. Donc le pétrolier que je suis est un immense supporter des énergies non renouvelables parce que nous ne savons pas tout fournir. Donc nous accueillons avec énormément de satisfaction toutes les sources d'énergie, quelles qu'elles soient. Et lorsqu'elles sont renouvelables, eh bien nous en sommes très satisfaits. Mais il faut aussi produire du pétrole et du gaz. Et puis, bien sûr, on ne peut plus produire de l'énergie aujourd'hui sans prendre en compte les contraintes de réchauffement planétaire, donc sans se préoccuper des concentrations en gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, les choix d'investissement et de recherche que nous faisons cherchent à répondre à ces 3 points. Efficacité énergétique pour atténuer la demande, recherche de nouvelles ressources pour essayer de pouvoir suivre la demande même atténuée, et bien sûr, choix qui sont faits pour réduire l'impact climatique. Et pour être un peu plus précis sur les facteurs clés de la croissance de la demande, eh bien, il y a d'abord la croissance démographique. Un monde qui passe de 6 à 9 milliards d'habitants, forcément, est un appel à la consommation d'énergie. Vous avez sur la courbe de droite l'évolution de la consommation d'énergie d'un certain nombre de pays en fonction du produit
intérieur brut. Vous voyez que la Chine et l'Inde sont encore au début de leur développement économique et énergétique. Si l'Inde et la Chine suivaient les modèles de la Corée du Sud, de l'Europe, de l'Australie, etc., vous voyez que la demande de ces pays triplerait facilement, par exemple. Donc c'est ce genre de données qui me conduisent à vous dire que la demande énergétique peut doubler d'ici 2050. Et vous avez à gauche, de façon moins lisible, le mix énergétique. Alors en vert, tout en bas, c'est le gaz. Vous voyez que d'ici 2050, c'est en forte croissance. En rouge, c'est le pétrole. Alors la part du pétrole dans le mix est réduite. Il y a un certain nombre d'années, c'était quasiment 50%. Vous voyez qu'en 2050, ce n'est plus que 30%, 25%. Donc la part diminue, mais c'est toujours une énergie significative. Vous voyez bien sûr l'envolée des productions d'énergie renouvelable, mais là, l'énergie en plus forte croissance, c'est le charbon. Donc tout choix que la nation fait de ne pas produire une énergie sous quelque forme que ce soit se traduit par quelqu'un un jour qui produira du charbon quelque part dans le monde, dans une économie globalisée. Donc pour moi, il est important pour la France de produire du pétrole lorsqu'on a un potentiel géologique, pour des raisons de contribution à l'équilibre mondial de demande énergétique qui favorise moins le charbon. Et puis c'est important pour les aspects économiques, balance commerciale, etc. Mais ça, je l'évoquerai plus tard. Voilà, ça c'était mon introduction sur les aspects demande énergétique et production énergétique. Et la Guyane, c'est un exemple du groupe Shell qui a investi dans une ressource nouvelle pour contribuer à la satisfaction de la demande. Alors, parlons du permis d'exploration de Guyane. C'est un très grand permis de 24 100 km², donc il s'étend de la frontière du Brésil jusqu'à la frontière du Suriname, sur toute la bande en mer, je dirais, qui correspond au pied du talus. Vous voyez la zone bleu clair qui est le talus continental, profondeur d'eau de l'ordre de 200 mètres, et ensuite le bleu profond, et le permis est sur la zone de pied du talus, si vous voulez, donc avec des profondeurs d'eau qui vont jusqu'à 2000 à 3000 mètres. Nous avons foré à une profondeur d'eau de 2000 mètres, juste en pied de ce talus. Alors c'est un consortium qui détient ce permis, qui est composé de Shell à 45%, de la société Tullow Oil à 27,5%, Total 25% et Norspet à 2,5%. Et j'ai l'honneur donc de représenter Shell, qui est aussi l'opérateur du programme et qui est donc le porte-parole et le leader, je dirais, du consortium. Alors ceci depuis le 1er février 2012. Et le permis a été prorogé en fin d'année 2011 jusqu'en juin 2016, avec une obligation pour nous de faire un certain nombre d'activités de forage et d'acquisition de données sismiques. Donc, le sens du programme que je vais vous présenter est aussi une réponse contractuelle à notre obtention de permis qui exige de nous que nous déployions un certain nombre de moyens. Alors, quelle est l'actualité du projet? Nous avons donc déposé 2 déclarations d'ouverture de travaux pour pouvoir mener à bien les activités prévues. Une première déclaration qui concerne des activités de forage. Donc nous soumettons à l'instruction un dossier pour 4 forages consécutifs à partir de juin cette année jusqu'à probablement juin l'année prochaine. La durée exacte dépendant de la durée de chaque forage et du séquencement. Et puis une deuxième déclaration qui concerne l'acquisition de données sismiques, donc un équivalent d'échographie, je dirais, des sous-sols, pour acquérir de la connaissance et détecter des réservoirs potentiels à explorer. Alors bien sûr, tout ce travail fait suite au travail déjà réalisé qui a abouti à la conduite d'un forage en 2011 et à une annonce de découverte donc, de pétrole en septembre 2011. Alors nous avons des fondations solides. D'abord l'expérience de toute l'activité qui a été menée auparavant. Et puis nous avons énormément collaboré localement et donc, je l'espère, accumulé le maximum
suggestions et de contraintes et de demandes pour que ce projet ait une acceptabilité maximum et réponde au mieux à tous les besoins exprimés. Nous avons présenté au public l'ensemble des données d'impact environnemental. Donc nous avons opéré depuis le 1er février avec une transparence maximum qui a donné l'accès de l'information aux associations, au public évidemment, et évidemment aux services instructeurs. Et nous avons énormément d'activités de travail avec les organismes scientifiques, les associations socio-professionnelles, les associations environnementales pour développer cette base collaborative. Alors vous avez ici donc le Stena IceMax, qui est le bateau que nous avons réquisitionné pour cette campagne. Alors c'est un bateau qui est neuf, qui vient de sortir de chantier naval en Corée et qui est en route pour la Guyane. Il doit être au large du Cap et devrait arriver sur zone mi-juin. Ça représente ce qui se fait de mieux technologiquement dans le monde du forage. Alors c'est le 4e bateau d'une série, donc ce n'est pas un nouveau modèle, mais ce modèle est le dernier type de bateau de forage conçu et donc est particulièrement adapté à nos besoins en Guyane. Il s'appelle IceMax parce qu'il peut aussi forer dans des eaux froides et dans des zones glaciaires, des zones arctiques ou antarctiques, mais qui peut le plus, peut le moins, en l'occurrence. Et puis, il y a en parallèle une campagne sismique qui démarrait début juillet avec ce bateau, le MV Oceanic Phoenix de la société CGG Veritas, qui serait sur zone de juillet à novembre. Donc concrètement, nous sommes en attente d'autorisation qui nous permettent de conduire ces activités, sachant que nous commencerions en juin le premier forage. Alors ce premier forage est un forage d'évaluation de la découverte annoncée en 2011. Donc nous sommes dans la même structure de réservoir. Nous ferons à 4 ou 6 km du premier forage pour contrôler si, effectivement, si la couche d'hydrocarbures se prolonge. Voilà, pour contrôler, pour commencer à avoir des données sur les volumes. Alors, il est bien entendu que la suite des activités dépend beaucoup du résultat de ce forage. Si nos espoirs sont confirmés, on est face à un volume intéressant. Si le forage est sec, ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus. Le deuxième forage sera un forage d'exploration. Là, nous ferons à plus de 20 km du forage actuel, dans une autre cible, donc un autre gisement potentiel. Et la seule façon de savoir si ce réservoir est riche en hydrocarbures, c'est de forer pour aller voir. Donc cette année, une évaluation, donc construire sur l'acquis pour mieux en comprendre le potentiel, et une autre exploration pour voir s'il y a un autre gisement potentiellement intéressant dans la même région. Et les deux forages qui suivront seront un peu la conséquence du résultat des deux premiers, une poursuite de l'évaluation, éventuellement, ou de l'exploration d'autres cibles qui auraient été détectées, notamment par les campagnes sismiques que nous allons faire cette année. Donc, nous demandons de pouvoir faire 4 forages. Les 2 premiers sont définis, les 2 autres, leur lieu exact et leur finalité sera fonction des résultats de l'activité 2012. Là, vous avez ici en vert la zone qui a déjà été analysée par des sismiques 3 dimensions, et vous avez en violet la zone que nous souhaitons acquérir cette année. Donc, une zone en violet au sud-est qui est en fait la zone frontalière avec le Brésil, donc le morceau non couvert entre le vert et le Brésil. Et puis vous avez au nord-ouest une deuxième zone en direction du Suriname, mais qui reste encore loin de Suriname, pour poursuivre l'exploration du pied du talus. Vous avez à peu près en filigrane sur cette zone le pied du talus continental. Voilà, donc double activité, forage et sismique. Et sismique, c'est important parce que ça permet de valoriser le patrimoine de l'État, savoir ce qu'il y a en sous-sol. Voilà. Peut-être qu'on peut marquer un temps d'arrêt ici pour que je puisse répondre aux questions sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a des questions à poser. Y a-t-il des questions, chers collègues, sur la première partie?
Non, pas de questions. Ah oui, mon cher collègue, vas-y. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre intervention, qui est excessivement intéressante, puisque vous nous dites qu'on est à l'aube d'une pénurie énergétique dans les prochaines années. Pénurie énergétique, d'ailleurs, qu'il faut relativiser en fonction du coût de l'énergie. Parce qu'on sait bien, vous l'avez souligné, que la plus forte croissance attendue, c'est le charbon. Moi, je suis d'un pays de région minier. Nous avons fermé les mines de charbon dans notre région, tout simplement parce que le coût d'exploitation du charbon était trop cher par rapport à sa revente. Et qu'en réalité, si l'énergie, les autres sources d'énergie voyaient leur prix s'envoler, peut-être que les réserves de charbon qui existent actuellement pourraient être mises à nouveau à contribution parce que leur prix d'exploitation serait tout à fait devenu à nouveau compétitif. Donc je comprends fort bien que vous soyez intéressé par ce magnifique gisement qui est à côté des côtes de Guyane, et on comprend votre intérêt et on ne peut que s'en féliciter. On ne peut que s'en féliciter en disant, bon, écoutez, c'est peut-être une façon de nous garantir une certaine indépendance énergétique. Mais on est aussi en droit de s'interroger. On est aussi en droit de s'interroger parce que, je comprends bien, vous nous avez dit Shell est très intéressé, on a repris une partie de ce qui était mis en œuvre par Tullow Oil, et aujourd'hui Shell c'est 45% de la société qui s'intéresse à ces gisements. Donc très intéressant, puisque vous nous avez dit fort justement que vous êtes en France depuis 1919, bien avant Total, et que si le paysage énergétique jusqu'en 2030 est écrit, jusqu'en 2050, et les années passent vite, et vous avez raison de faire de la prospective. Mais on est aussi confronté à la dure réalité quotidienne. Or, que vous ayez effectivement le souci de trouver des ressources énergétiques nous interroge aussi sur quel est votre souci par rapport à la problématique du raffinage. Et vous avez bien compris tout de suite où je veux en venir. Je veux en revenir au fait que Shell, qui a été en France depuis, nous avez dit, 1919, était quand même la société qui possédait la raffinerie de Petit-Couronne, que vous avez cédée en 2008 au groupe Petroplus. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation sociale et économique dramatique dans ce secteur, puisque la société que vous avez vendue à Petroplus est aujourd'hui en situation de faillite. Et que comme l'entreprise Petroplus à Petit-Couronne avait 550 employés, vous savez les difficultés d'emploi que l'on a dans ce pays et partout dans d'autres pays européens particulièrement, mais bien aussi à travers le monde, et qu'on ne peut qu'être inquiet sur l'avenir des 550 employés de la raffinerie dont vous étiez les propriétaires jusqu'en 2008. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger, puisqu'on est dans la prospective, faisons ensemble un peu de prospective. Donc vous exploitez et vous nous dites si après tout on pouvait vous aider à pouvoir réaliser votre projet sur le gisement guyanais, disons comme ça pour simplifier les choses, pour que tout le monde comprenne. On peut nous vous dire, mais quand on a exploité le gisement de Guyane, quid du raffinage? Et où le raffinage? Et nous, on est en droit de dire, puisque vous possédez, vous étiez les anciens propriétaires de l'usine de Petit-Couronne, que vous savez que cette usine est reliée au port du Havre par un oléoduc, donc que pour l'alimentation de la raffinerie de Petit-Couronne, c'est un lieu tout trouvé pour que le pétrole de cette nappe de Guyane arrive directement. Et vous savez qu'après, quand on est à Petit-Couronne, c'est très facile de valoriser et de distribuer le pétrole raffiné, peut-être plus du gasoil, puisqu'aujourd'hui on sent bien que la consommation d'essence de super est en nette diminution. Par contre, le fioul et le gasoil est
continue à augmenter. Donc ma question, c'est de dire, est-ce que vous avez réfléchi à cette situation, de dire, mais si on avait effectivement une aide pour pouvoir exploiter dans de bonnes conditions le gisement guyanais, on pourrait effectivement, dans notre projet, envisager déjà de le relier avec la raffinerie de Petit-Couronne pour apporter la matière première indispensable au maintien de l'activité et pourquoi pas au développement de l'activité de Petit-Couronne et passer de 550 à plus d'emplois, ce qui est quand même un des sujets aujourd'hui les plus préoccupants pour nous. Donc c'est une chose qui me... Je vais terminer simplement sur une deuxième question qui est importante. C'est que si par malheur que j'ose pas envisager, la raffinerie de Petit-Couronne fermée, vous étiez propriétaire jusqu'en 2008, et il faudra bien dépolluer le site. Quelle sera votre implication dans la dépollution du site? Parce qu'il est hors de question quand même que la dépollution du site soit une charge exclusivement des collectivités territoriales du secteur, à savoir la région de Haute-Normandie, la communauté de communes de Rouen et de Petit-Couronne. Donc voilà, ma question est la suivante. Votre projet, est-ce que vous envisagez d'être un élément qui pourrait permettre d'envisager une solution économique intéressante pour le secteur de Petit-Couronne, où vous avez quitté une raffinerie, la vendant à Petroplus, qui est aujourd'hui en faillite, avec 550 emplois qui risquent d'être perdus. Donc notre souci, c'est de savoir comment vous voulez faire, et si vous avez une liaison avec les deux. Je te remercie, chers collègues, à venir essayer d'être plus bref, plus concis, pour qu'on puisse aller jusqu'au terme du débat. Mais Monsieur le Président, vous avez été interpellé, je vous donne tout de suite la parole, sur la relation entre l'exploration en Guyane, dans les eaux guyanaises, et l'affaire de Petite-Couronne. D'accord. Donc, merci pour votre question, Monsieur le Sénateur. Donc, sur l'aspect, je dirais, lien entre l'activité Guyane et l'activité de raffinage en France, ici, on parle d'un projet qui, s'il aboutit, produirait du pétrole à partir de 2019. Hein. Par exemple, 2019, vous comprenez bien que c'est très loin. Donc, on ne peut pas conditionner l'avenir d'un site aujourd'hui par rapport à ce qui peut se passer peut-être en 2019. Sachant qu'il faut que ce projet démontre qu'il a ses mérites, que les quantités, les qualités, le coût d'exploitation, etc., aient un sens pour qu'il y ait un investissement de production, ce que j'espère de tout cœur, hein, porteur de ce projet. Mais on parle de 2020. Donc il n'y a aucune relation court terme entre les deux dossiers. Ça, c'est une réalité. Il est évident que si c'est un projet qu'on pouvait faire produire dans 2 mois, là, il y aurait peut-être une question à se poser. Donc la question ne se pose pas dans ces termes. Maintenant, sur tous les autres aspects que vous évoquez, alors je peux en parler très largement, mais je pense que ça n'intéressera peut-être pas forcément le sujet dont on parle. Il faut bien comprendre que ce terrain a une valeur foncière. Vous percevez des dépollutions comme un coût. En fait, la dépollution, c'est un investissement pour réaliser la valeur foncière de terrain extrêmement bien positionné dans une zone d'approvisionnement de la région parisienne. Donc il n'y a pas de question de coût de dépollution. La seule question, c'est de savoir quelle est la valeur foncière que le propriétaire du terrain réalise par des activités de dépollution, et c'est normalement une activité assez profitable. Voilà. Très bien. Oui, Thierry Aupantin. Président, merci de me donner la parole. Moi, j'avais prévu d'être plutôt auditeur de ce qui se passait aujourd'hui, mais la question de M. Néry m'invite à creuser un petit peu les choses. On aurait pu penser qu'Alain Néry pose cette question parce qu'il est élu éventuellement intéressé localement. Or, il est sénateur du Puy-de-Dôme. Je vous précise que je suis élu du département de la Savoie, donc je ne suis pas du tout non plus intéressé à titre électoral, si je puis dire. Mais je suis élu de la nation. Et si je veux intervenir, c'est que cette question que pose Alain Néry, elle élargit à la problématique sur les responsabilités sociétales des entreprises. Je vous le dis aussi, moi je souhaite que la Commission des affaires économiques du Sénat se saisisse de ce type de questions et j'attends avec impatience que l'Assemblée nationale renouvelle ses membres pour que nous ayons un travail en commun
pour voir effectivement comment les grandes sociétés qui tirent leur activité économique, leur profit dont on se réjouit tous, soient liés aussi à un cahier des charges qui soit beaucoup plus large que l'objet même de l'autorisation qu'elle demande, mais que puisse être prise en compte effectivement la nature de ses relations contractuelles avec l'État, mais aussi comment elle fait face à ses responsabilités sociétales. Et pour ma part, je le dis aussi, j'attends que l'Assemblée se soit stabilisée pour que nous puissions collectivement avoir une démarche pour voir comment ce type d'autorisation puisse être délivré effectivement à des entreprises qui prennent des engagements à l'égard de l'activité économique sur le sol national. Et je ne savais pas qu'Alain Néry poserait cette question, mais j'étais venu, moi, vous écouter pour savoir si vous-même alliez en parler, évoquer ce sujet. Mais j'avoue que je serai très attentif et, comme parlementaire de la majorité, j'aurai l'expression, pour que les choses soient claires, à l'égard du ministre qui sera votre interlocuteur, pour dire qu'on ne peut pas dissocier ce dossier d'autres présences actuelles ou passées du groupe Shell sur le territoire national. Il se trouve que je vis aujourd'hui deux fermetures ou deux délocalisations d'entreprises sur mon département et que la réponse est la même de la part des deux groupes internationaux en disant « mais vous allez faire beaucoup de profits grâce au terrain qu'on va vous laisser ». Ne le dites pas trop. Ne le dites pas trop officiellement. Ça a le don de vous mettre à dos tous les élus des territoires concernés, car au-delà de la valorisation foncière, qui est un aspect secondaire, ce à quoi nous pensons les uns et les autres, c'est au développement et au maintien de l'activité économique. Donc moi, je souhaite que, y compris sur les appels d'offres où une entreprise privée a besoin d'une autorisation publique pour exercer son activité, il y ait un critère de responsabilité sociétale. Au moins, cet entretien nous aura permis d'avoir ce dialogue franc pour lesquels, moi je demanderais que la Commission des affaires économiques au Sénat et à l'Assemblée nationale puisse faire évoluer, y compris la législation, car on est certes sur une valorisation économique, on sera certes sur un dossier où on regardera la protection de l'environnement, mais il me semble qu'on doit aller au-delà, et je suis finalement ravi que M. Néry ait aussi posé cette question à l'occasion de votre entretien, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur le sénateur, si vous me permettez, je ne sais pas si vous connaissez la société Shell, mais lorsque vous vous intéresserez de près au sujet, vous vous apercevrez que nous sommes une société exemplaire. Donc je n'ai absolument aucun doute sur le fait que nos engagements sociétaux historiques justifieront très largement la confiance que nous accorde le gouvernement. Acte, c'est Catherine Tasca d'abord. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, les questions qui viennent d'être évoquées sont parfaitement fondées et elles vous expriment la préoccupation qui est celle actuellement de la représentation nationale par rapport aux enjeux globaux du développement économique. Mais je pense que peut-être il ne faut pas brûler les étapes. Pour ma part, je ne sais pas grand-chose sur l'industrie pétrolière et donc je souhaiterais beaucoup, Monsieur le Président, qu'on puisse poursuivre le déroulement des questions que vous aviez proposées pour en savoir plus. Et je rappelle en particulier que ce projet touche à un territoire particulier. Il n'est ni dans les Cévennes, ni en Savoie, il est outre-mer et sur un territoire auquel nous sommes très attachés et pour lequel il faut vraiment veiller à la conciliation des évolutions économiques et des évolutions environnementales. Donc, pour ma part, je souhaiterais en savoir plus de ce que vous pouvez nous dire sur le projet lui-même et nécessairement nous reviendrons aux questions posées par M. Néry et M. Repentin, mais après en savoir plus. Personnellement, j'aimerais savoir, par exemple, quelles sont d'ores et déjà, puisqu'il y a eu des forages, les relations que vous entretenez avec la population guyanaise et ses élus.
D'accord. Bon, nous arrivons certainement à cette question tout à l'heure. Je retiens ta suggestion, mais tout de même, je ne veux pas faire de frustrer. Mon collègue Charles Revet veut intervenir. Charles Revet. Oui, deux mots, parce qu'on ne comprendrait pas que le sénateur de l'étape, puisque Petroplus est en Seine-Maritime, ayant entendu mes collègues, n'interviennent pas. Et donc, bien sûr, on comprend que pour les plus de 500 personnes qui travaillent là-bas, il y a une préoccupation. On s'est rendu sur place. Et je crois qu'il y a eu des engagements de prix, me semble-t-il déjà, de la part de Shell. Et on compte, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? C'est ce que l'on cherche à savoir avec vous. Je pense très honnêtement que ce n'était pas l'objet, bien sûr, de notre réunion d'aujourd'hui et que peut-être que s'il y a une exploitation qui se fait en Guyane ou ailleurs, que ce sera l'occasion de reprendre les choses. Bien entendu, je pense que, comme le disait Thierry Repentin, c'est le travail de la Commission économique de s'approprier des dossiers comme ça. Et je pense que très prochainement, on sera amené à le revoir et qu'à ce moment-là, on aura peut-être des réponses plus concrètes et qui prennent en compte directement ce projet. Mais je voulais le dire parce que m'étant rendu à plusieurs reprises sur place et ayant compris les problématiques, je ne pouvais pas, étant sénateur du secteur, ne pas en dire un mot, mais je compte bien sûr qu'on y reviendra dans les prochaines semaines parce qu'effectivement, il y a des inquiétudes fort justifiées de la part des personnes qui travaillent là-bas. Mais si on a la chance que des exploitations se fassent ailleurs et que ça permette de trouver des solutions, ce serait une très bonne chose. Très bien, je propose qu'on poursuive, mais permettez-moi de noter avec gourmandise, Monsieur le Président, vos propos concernant l'hypothèse favorable, il y aurait du pétrole en Guyane qui pourrait alimenter les raffineries de France. Ça veut dire que l'outre-mer viendrait développer l'emploi et assurer le développement économique de l'Hexagone. Devenant de vous, permettez que quelqu'un d'outre-mer apprécie ces propos. Alors nous allons, si vous voulez bien, poursuivre dans la présentation du projet procédure, moyens et calendrier de ce projet de Guyane. D'accord. Madame la ministre, nous abordons précisément les aspects sécurité et environnement que vous avez soulevés. Et puis je suis à votre disposition évidemment pour tout sujet périphérique pendant ma présence en ces lieux. Alors, il faut bien d'abord comprendre que ce genre de projet, pour une société comme la nôtre, ne peut être qu'exemplaire. La priorité numéro 1 de la société Shell et de ses partenaires, c'est 0 accident. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Je n'ai aucune envie, personnellement, d'avoir un accident qui coûterait la vie à quiconque dans le cadre des activités en Guyane. C'est une évidence, mais il faut quand même mieux le dire. En plus, on sait tous quel est l'impact absolument dramatique d'un accident. Dramatique, bien sûr, sur les victimes, mais aussi dramatique pour l'image de notre société et dramatique éventuellement pour la survie même de la société, puisque les coûts et les charges périphériques peuvent être de nature à mettre en danger notre société. Donc quand je dis que 0 accident, c'est la priorité, c'est une vraie priorité. Ce n'est pas un discours de façade. Et je vais vous expliquer en gros ce que ça veut dire. Deuxième point, Shell, nous recrutons des milliers de personnes qui sont tous extraordinairement modernes et préoccupés par l'environnement. Et nous avons en notre sein énormément de militants d'associations de préservation de l'environnement. Donc nous sommes en ligne avec la société et notre objectif, c'est de minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement. C'est une évidence. Comment voulez-vous qu'on développe une activité pétrolière en Guyane si les Guyanais considèrent que ce projet n'est pas conduit de façon responsable? Ça n'a pas de sens. Donc je ne peux moi-même que me faire l'ambassadeur de stratégie d'impact minimum sur l'environnement. Je n'ai aucune envie que nous soyons le pollueur de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a les gens qui ont des préoccupations et les autres qui essayent de les esquiver. Nous avons les mêmes préoccupations. Sauf que nous avons une responsabilité de mettre en œuvre les moyens qui nous permettent de vous assurer
qu'on n'ait pas d'accident et qu'on ait un impact minimum sur l'environnement. D'abord, nous travaillons sur ces dossiers depuis 30 ans. Nous avons une énorme expérience de conduite de ces projets sur lesquels vous pouvez documenter et vous verrez que nous avons 20 installations de ce type qui sont irréprochables et exemplaires dans leur conduite et dans leurs résultats. Et ceci est reporté et auditable. Sécurité, zéro accident, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire énormément de prévention. C'est des standards de conception, de construction, de conduite des activités qui soient les plus stricts possibles en termes d'élimination des risques. Par exemple, dans notre société, il est interdit de conduire avec un portable en service. Téléphone pour vous dire que on définit des politiques qui permettent de réduire le risque. Nous considérons que le téléphone portable en voiture, c'est un risque, donc on l'interdit. Cet exemple, vous pouvez le dupliquer sur toutes les activités qui nous concernent ici dans une activité de forage et de prospection pétrolière. Il faut des matériels adaptés, des puits bien conçus. Il faut des barrières redondantes de sécurité. Il faut que les équipements, s'ils sont défaillants, soient compensés par d'autres équipements de sécurité redondants qui donnent une chance que la défaillance n'ait pas de conséquences. Par exemple, le Stena S-Max a 2 systèmes d'obturateurs de puits, ce qui est absolument nouveau dans le monde. Évidemment, il faut des spécifications techniques adaptées et mises à jour. Il faut que ce que l'on propose de faire fonctionne et qu'on en ait la certitude. Il faut une formation du personnel. Il faut que les gens aient les moyens d'opérer les équipements, de mettre en œuvre les conceptions et les modes opératoires par leur connaissance et leur expérience et leur qualification. Il faut des systèmes de surveillance. Il faut s'assurer que tout se passe comme prévu. Or, en Guyane, nous disposons de 3 systèmes de surveillance en temps réel. Les moyens de surveillance sur bateau, l'équipe de forage sur place, une équipe de surveillance redondante à Cayenne et une 3e équipe de surveillance redondante à Houston, aux États-Unis. Cette équipe aux États-Unis suit tous les forages dans le monde, et vous en avez ici la photo donc des gens qui suivent les forages. Donc il y a 3 paires d'yeux ou 3 équipes qui suivent la même activité en parallèle. La priorité absolue, c'est la sécurité. Pour prendre le forage de l'an dernier, nous avons nous-mêmes défini des normes d'interruption des activités lorsque les courants étaient importants. Bien que techniquement nous avions les moyens de résister à des courants importants, nous avons décidé d'être d'une approche de principe de précaution, si vous voulez. Donc là, et ça nous a coûté un certain nombre de jours de forage. Or, le retard, ça coûte cher, mais nous l'avons fait parce que c'est notre priorité. Et puis, il faut une culture de la sécurité. Il faut que quiconque à bord, ou quiconque qui surveille, ou quiconque qui soit lié à l'activité ait les moyens de l'arrêter. Chez nous, nous récompensons les gens parce qu'ils arrêtent l'activité. C'est très important. Et ça, c'est culturel. Ça se développe au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose du jour au lendemain. Donc la sécurité, c'est d'abord un énorme investissement en amont dans les standards, les technologies, les équipements, la formation du personnel, la qualification, la surveillance et la culture qui dit qu'en cas de doute, on s'arrête. Bon. Et ceci nous a conduit dans notre société à un historique, je dirais, d'accidents particulièrement exemplaire. Ceci dit, jusqu'à l'accident BP Macondo, nos efforts étaient essentiellement orientés sur la prévention. BP Macondo nous a dit qu'il fallait aussi qu'on fasse beaucoup d'efforts sur la partie intervention en cas d'incident, puisque nos risques étaient minimes, mais on a considéré qu'il fallait de toute façon opérer comme s'il était réel. Donc, je vais vous donner en préambule toutes les raisons pour lesquelles l'accident est très peu probable. Maintenant, je vais vous présenter tout ce que l'on fait en cas d'incident, en sachant que normalement, nous ne l'utiliserons jamais.
Alors, le deuxième aspect, c'est l'environnement. Alors, il y a deux types d'activités. Il y a une activité sismique, donc d'acquisition de données par une technique où on fait éclater une bulle d'air qui génère des ondes acoustiques réverbérées, et l'image, je dirais, de réverbération est comme une échographie, donc il donne une image du sous-sol. Donc c'est une technologie non destructive d'ondes acoustiques, comme l'échographie. On fait éclater une bulle d'air. L'impact sur les poissons et êtres vivants en mer peut être considéré comme négligeable au-delà de 200 mètres. Il est évident que si vous faites éclater une bulle d'air sur la tête d'un poisson, il y aura un problème. Mais 200 mètres, à plus de 200 mètres de cette activité, toutes les études indépendantes montrent qu'il n'y a pas d'impact. Je parlais des... Et puis, il y a bien sûr des animaux qui sont sensibles au bruit. Hein, les cétacés, pour prendre un exemple. Alors, ils sont sensibles au bruit, ce qui a un très gros avantage, c'est qu'il suffit de faire un peu de bruit pour qu'ils partent. Et ils sont aussi rapides et donc peuvent partir rapidement. Donc lors des quatre campagnes sismiques qui ont eu lieu en Guyane au cours des 10 dernières années, nous n'avons pas constaté d'impact environnemental. Voilà. Et nous ferons en sorte qu'on n'en constate pas dans les campagnes futures, d'abord par un inventaire des risques qui a été fait par des sociétés indépendantes et dans laquelle on a apporté notre propre expérience pour qu'effectivement on soit sûr qu'on ait répertorié tous les impacts possibles de façon à avoir des mesures de réduction de cet impact. Et donc nous mettons en œuvre des mesures préventives, par exemple des observateurs d'animaux marins, indépendants bien sûr, des équipements de contrôle acoustique qui permettent de détecter s'il y a par exemple des cétacés, des procédures spécifiques pour démarrer les opérations très progressivement, en faisant des bruits légers, puis au niveau sonore requis par l'activité. Et puis bien sûr, on s'arrête lorsqu'il y a un doute. C'est ce qui se fait de partout dans le monde, au mieux dans le monde, et qui permet de minimiser les impacts. Je dis que nous minimiserons les impacts et nous le mesurerons, puisque nous nous équipons pour faire des campagnes de mesure avant, pendant et après l'activité sur le milieu environnant vos activités. Voilà. Hein? Ça, c'était la partie sismique. L'activité forage. Alors, bien sûr, nous avons foré au large de la Guyane pendant 260 jours en 2011. Donc, c'est une activité qui n'est pas nouvelle. Nous connaissons très très bien le milieu pour être resté au large 260 jours, ceci après des campagnes d'analyse approfondie. Et lors du premier forage, nous avons pu mesurer en fait qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement. Au contraire, l'activité de forage a été en fait un dispositif de concentration de poissons. Donc c'est devenu un lieu de pêche et d'attractivité de biodiversité, parce que lorsque vous laissez un équipement immobile dans l'eau, il y a un impact sur la chaîne écologique plancton qui fait que finalement on a créé tout un environnement. Nous connaissons très bien le problème, c'est les DCP ancrés. Donc, on est plus dans la logique du DCP que dans la logique inverse. Alors il faut minimiser l'impact environnemental. Et qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire évidemment des règles très strictes. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est en gros s'assurer que les équipements fonctionnent, que les équipements de sécurité sont testés, qu'on gère absolument tout ce que l'on rejetterait en mer, qu'on surveille les bateaux autour, qu'on n'éclaire pas directement dans l'eau pour ne pas créer de pollution lumineuse, qu'on réduit les navettes de bateaux de service, donc l'empreinte carbone au maximum de l'activité, et puis bien sûr qu'on s'équipe en cas d'incident pour réduire l'impact environnemental d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Alors, une chose intéressante sur la Guyane, ce sont ses courants.
puisque j'entends beaucoup de choses de certains sur les courants. On les connaît bien, puisqu'on les a connus pendant 260 jours en direct et on les a étudiés pendant des années. Vous avez ici une simulation donc d'une nappe, d'un déversement accidentel et son évolution en fonction des courants présents au large des côtes. Donc vous voyez la bonne nouvelle d'un point de vue gestion et approche, c'est que les pollutions restent confinées en mer, par opposition aux des courants qui amèneraient tout sur Cayenne, évidemment. Donc la nature nous est favorable en ce sens qu'elle nous donne énormément de moyens de confiner la pollution en mer. Évidemment, il faut la gérer et la combattre, évidemment. Mais en tout cas, on est dans des dispositions de courant intéressantes. Et s'il y avait des vents nord-sud qui pousseraient la nappe vers la côte, les courants sont suffisamment forts pour que ça nous donne beaucoup de temps d'intervention. Alors, j'ai parlé de la prévention, donc qu'est-ce qui se passe en cas de déversement? D'abord, la tactique, c'est de la contenir sur le lieu de l'épandage, de la gérer proche de la source, pour que les effets négatifs soient concentrés sur une zone la plus réduite possible. Et puis, bien sûr, il faut interrompre la fuite. Alors, si c'est un déversement accidentel, un seau d'hydrocarbures jeté à l'eau, bon, c'est facile. Si c'est une perte de contrôle d'un puits, il faut s'équiper pour arrêter la fuite. Hein, voilà les confinements de la nappe au large et extinction de la fuite à la source. Ce sont les deux principes, je dirais, de conduite des opérations de lutte contre une pollution éventuelle. Alors, la plupart des pollutions liées à ces activités sont des petites pollutions. C'est par exemple un navire de service où il y a une fuite lors de son avitaillement en fioul, par exemple. Donc, quelques dizaines de litres, par exemple, épandus au moment de l'avitaillement. Donc, on est équipé pour pouvoir contenir ce genre de pollution faible en quantité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les situations à intervention immédiate, où la pollution est faible en contenu et où nous avons tous les moyens pour la traiter immédiatement. Alors nous voyez que nous disposons d'un certain nombre de moyens d'intervention immédiate, navires en permanence équipés pour intervention, moyens humains et matériels. Il y a bien sûr des moyens humains et matériels sur le bateau de forage, sur les bateaux de service, positionnés à Cayenne, et puis évidemment mobilisables de plus loin au besoin. Et le IceMax, le Stena IceMax, a deux systèmes d'obturateur de puits qui permettent d'interrompre une fuite à la source le cas échéant. Après, si la fuite est plus importante, il faut s'organiser pour qu'on puisse amener les moyens qu'on consomme en permanence. Compte tenu des courants et des vents, le meilleur moyen de confinement de la nappe, c'est l'utilisation de dispersants. Donc des molécules, des dispersants non toxiques qui permettent de casser les molécules d'hydrocarbures et qui permettent d'éviter que la nappe voyage. Alors évidemment, ce sont des produits qu'on disperse et qu'il faut être capable de refaire le plein. Donc, une grosse partie de la stratégie d'intervention, c'est de la logistique d'approvisionnement pour amener ces produits dont on a besoin pour disperser. Et là, il y a donc avions C-130 à Trinidad et à Cayenne, il y a d'autres navires de soutien et il y a des moyens à Georgetown et à Trinidad qui sont également mobilisables pour assurer la continuité de l'approvisionnement des produits et matériels dont on a besoin. Et puis après, si on rentre dans le cadre d'une situation extrêmement extrême, il y a bien sûr tous les moyens mobilisables dans la région. La région, c'est Golfe du Mexique jusqu'au Brésil, et depuis l'Europe, etc. Alors, je ne vais pas développer plus, parce que je pense que vos questions permettront d'éclaircir les nombreux points laissés dans
Je vous remercie, Madame Archambault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, merci de vos explications. Ceci dit, à ce stade, moi, je ne suis pas rassurée, je ne suis pas convaincue. Je suis sénatrice de Seine-Saint-Denis, donc très loin de la Guyane, mais je m'exprime aussi en tant que parlementaire national. Plusieurs choses d'abord concernant les risques. Alors, petits risques, gros risques, jusqu'à la catastrophe possible. Vous ne niez pas qu'il puisse exister, je comprends. Vous ne pouvez pas nier la réalité. Vous avez sans doute connaissance de l'avis du Conseil économique et social environnemental de mars 2012, qui vient d'être adopté, sur la sécurité des plateformes pétrolières en mer. Cet avis rappelle que depuis 1976, il y a eu une douzaine d'accidents majeurs, c'est les faits, et il souligne que le cadre juridique est encore très, très incomplet, aussi bien au plan international qu'au plan européen, qu'au plan interne, et surtout cet avis fait un certain nombre de préconisations. Alors je ne les énumérerai pas toutes, et je pense qu'au Sénat nous aurons l'occasion de les entendre et d'entendre des membres du CESE et puis de les retravailler, mais je voudrais vous interpeller sur quelques-unes de ces préconisations, et notamment concernant l'exploration préalable, puisqu'on en est là. Le Conseil économique, social et environnemental demande de mettre en œuvre le principe de participation du public tout au long des procédures d'attribution des titres et des autorisations, d'appliquer ce principe en amont de la prise de décision, lorsque toutes les options sont encore envisageables, de recourir à une tierce expertise. C'est-à-dire que vous-même fassiez des expertises, c'est normal, c'est logique. Mais que, du point de vue de l'intérêt général, par ailleurs, il y ait une expertise indépendante, vu les enjeux, ça me paraît vraiment nécessaire, et c'est l'avis du Conseil économique et social et environnemental. De ce point de vue, les informations que j'ai, selon les informations que j'ai, ce n'est pas ce processus qui est engagé aujourd'hui. Certes, il y a eu quelques réunions d'information du public, mais ce n'est pas la même chose que l'association de la population, des associations, des élus sur le fond du dossier. Et il y a d'ailleurs un certain nombre d'ONG, de réseaux, de personnes qui se sont regroupées, qui ont écrit notamment à Monsieur le Préfet, qui n'ont jamais eu de réponse et qui ne sont pas convaincus, qui estiment que les risques encourus sont énormes, qui pensent que les moyens en cas de catastrophe, les moyens d'intervention ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas envie en plus de jouer cette catastrophe et qui souhaitent être consultés, ainsi qu'on le dit, pendant tout le processus. Et c'est consulter. Je fais la différence entre consulter et informer. Ça, c'est la première chose. Ma deuxième interpellation porte sur la question suivante, plus générale. Je ne sais pas combien vont coûter ces recherches et ces premiers travaux exploratoires, mais tous ces investissements qui sont énormes, ne pensez-vous pas qu'ils pourraient être plutôt mis dans des énergies du futur, plus sûres, d'abord dans tout ce qui peut être efficacité énergétique, c'est-à-dire économie d'énergie, mais aussi des énergies renouvelables diverses qui existent aujourd'hui, dans lesquelles il est besoin d'investir, qu'il s'agisse de biomasse, de solaire, d'éolien. Enfin, je pense que la Guyane est assez bien placée. Troisièmement, si la biodiversité était atteinte, ce qu'il faut bien comprendre, mes collègues tout à l'heure ont posé la question sur le plan économique et social, c'est bien des conséquences économiques et sociales catastrophique qu'on aurait. Je suis membre de la commission des affaires sociales et je pense que, alors, quand on connaît l'importance de la pêche dans la vie de la population locale, pas seulement d'un point de vue élémentaire, mais tout ce que ça recèle comme potentiel d'activité économique et plus généralement des ressources de la faune, de la flore, je pense que c'est une question
très, très importante et encore une fois avec des conséquences économiques et sociales possibles très très fortes en termes aussi d'emploi, donc sur un plan social. Alors vous avez dit, parce que par exemple vous avez dit ce sont des petites pollutions, mais on sait bien ce que c'est, petite pollution plus petite pollution plus petite pollution, ça ne fait plus des petites pollutions. On a le même problème dans tous les secteurs. On peut poser la... Enfin, vous voyez, donc à ce stade, moi, il me semble qu'on a besoin beaucoup d'être rassuré. Eh bien, écoutez, je vais pouvoir apporter un certain nombre de réponses. D'abord, sur l'aspect, j'en prends un point, l'aspect consultation-information. Ça fait 1 an que je fais des réunions avec les associations environnementales de Guyane. Et j'ai 2 types de réactions. Il y a ceux et je les ai invités à participer à la conception de nos systèmes, à l'élaboration de nos plans. La réaction, ça a été non, on ne veut pas être co-responsable. Donc je les ai invités à travailler avec nos équipes sur les mêmes sujets que nos équipes. Alors, pour vous dire à quel point nous serions absolument ravis d'avoir ces gens-là qui amènent leur énergie positive au service du projet. Donc j'attends toujours. Une association a claqué la porte dans la commission de suivi et de concertation scientifique que nous avons initié justement pour développer les connaissances qui permettent de traiter des sujets d'impact sur la biodiversité guyanaise. Moi, je peux inviter, accueillir, mais je ne peux pas retenir les gens. D'accord ? Donc, si vous avez les moyens, vous, de vous assurer que ces gens-là veulent travailler avec nous, je serai le premier intéressé et ravi de ça. Car croyez bien que notre propos, je vous l'ai dit, c'est impact minimum. Donc si des gens ont des idées sur la minimisation des impacts, leurs avis sont les bienvenus. Deuxièmement, sur l'aspect investissement alternatif, je vous ai dit qu'on est en situation de pénurie énergétique. Nous pensons, et nous pouvons vous le démontrer si vous m'en donnez le temps dans une autre instance. Donc j'accueille avec énormément de satisfaction et de joie le fait qu'il y ait des investissements dans les énergies renouvelables. On n'est pas dans un monde où tout est mutuellement exclusif. Il faut faire et les investissements dont vous parlez à beaucoup plus grande échelle et les nôtres. Parce que si vous me demandez de choisir moi entre la misère économique, la misère énergétique et la misère climatique, je ne sais pas choisir la misère. Les deux sont terribles. Donc faites en sorte que vous ayez et les investissements dont vous rêvez et que vous nous laissiez faire des investissements responsables qui permettent de réduire ce risque de pénurie énergétique. Donc, nous ne sommes pas créateurs de blocage sur le développement de quoi que ce soit en termes d'énergie. Je ne milite pas contre aucune énergie. J'encourage toutes les énergies. Alors que d'autres, qui parce qu'ils souhaitent développer le solaire, sont anti-pétrole. Moi, je suis pro-pétrole, c'est mon métier, mais je suis pro-éolien, pro-solaire, pro-biomasse, et je vous le démontre parce que Shell est un des leaders mondiaux de l'éolien, du solaire et de la biomasse. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'investir dans mon cœur de métier, qui est la prospection pétrolière, parce que le monde a besoin d'énergie. Et je suis dans la situation, je vous dis, je devrais être le plus heureux des hommes parce que on s'arrache mes produits. Je vous dis non. Une situation de pénurie n'est pas acceptable. Parce que nous ne devons pas, par nos non-choix, créer une misère énergétique. Importance de la pêche. Mais je rencontre les pêcheurs en permanence. Nous avons un groupe de travail sur l'action en mer. Nous sommes les premiers à apporter des réponses structurantes, par exemple pour la création de coopératives pour la pêche à Cayenne, pour la réduction de la pénibilité au travail, pour l'établissement de la connaissance halieutique sur le plateau continental et là où on opère. Mais les pêcheurs, et je pense que nous sommes nous-mêmes gros consommateurs de métiers de la mer. Nous sommes des marins. Nous avons besoin de marins. Nous avons besoin de toutes ces... Il y a des écoles de formation au métier de la marine en Guyane qui produisent des chômeurs. Alors, et troisième chose que je voulais vous dire, c'est que nous assumons nos responsabilités. Nous n'avons pas besoin de l'avis du CESE pour payer les conséquences de nos pollutions. Donc, je vous le dis très solennellement, Shell assume ses responsabilités. Donc, si malgré tout ce que je vous ai dit, nous devions créer
des dégâts sociaux et environnementaux, nous serions là pour aider à les gérer. C'est mon engagement et c'est l'engagement de la société. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe la parole à l'un des rapporteurs, Monsieur Antoinette. Merci, Président. Monsieur le Directeur, pour lever toute ambiguïté, je préfère dire d'emblée que je fais partie de ceux qui considèrent que la production offshore d'hydrocarbures constitue un enjeu historique pour le développement de notre région. Et on l'a vu tout à l'heure également en termes de filière. On reviendra tout à l'heure pour l'ensemble de la France hexagonale. Ceci étant dit, cet enjeu important nous invite à être très vigilants sur le milieu de la biodiversité, la protection de cette biodiversité. Or, il se trouve, à juste titre, ma collègue l'a rappelé, l'ambiance en Guyane, au niveau donc du mouvement associatif, mais également des professionnels sur cette question, l'ambiance démontre qu'ils sont exclus des processus de décision. Et à juste titre, il s'écrit dans la Constitution, notamment au niveau de la Charte de l'environnement, que la participation, non pas l'information, la participation est indispensable dans la définition des différents processus, notamment opérationnels. Donc la première question, et j'insiste, est-ce que réellement, les organisations, les associations, les professionnels participent dans cette chaîne de prise de décision? La deuxième question, ça concerne la gouvernance. Il y a un rapport du Parlement britannique de 2011 qui stipule très clairement que les consortiums pétroliers ont une expertise sur le volet industriel, une expertise sur le volet financier, heureusement d'ailleurs. Cependant, il y a des défaillances au niveau de l'environnement. Alors, est-ce qu'à ce niveau, la gouvernance est rééquilibrée par rapport donc à ce rapport qui date de 2011, qui est un rapport relativement récent, quand nous savons tous qu'il y a un vide juridique au niveau donc du code minier qui est actuellement en refonte. Le code international plutôt, donc les normes internationales s'appliquent plus ou moins, mais créent des zones d'ombre, à tel point que quelquefois, ce qui est proposé d'ailleurs quelquefois sont des pratiques non conventionnelles. Donc il est évident que nous devons nous entourer, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, à la fois pour rassurer le grand public, c'est indispensable, me semble-t-il, pour concilier justement les enjeux du développement économique, mais la préservation de notre biodiversité marine, et également donc pour faire partager donc votre projet de développement qui paraît assez idyllique. La deuxième question, la troisième question, pardon, par rapport au permis de travaux, déclaration de travaux qui ont été donc déposés, c'est quel type de procédés de forage qui seront donc retenus lors de la prochaine phase d'exploration? Vous savez très bien que lors de la première phase d'exploration, il y a eu un débat entre vos préconisations et le mouvement associatif qui était opposé, à tel point qu'il y a un arrêté préfectoral qui a tranché à ce niveau. Je sais qu'aujourd'hui, donc, vous revenez à la charge avec cette fois-ci un avis favorable des services donc, de l'environnement. Alors, pouvez-vous nous répondre précisément par rapport donc, à la prochaine phase d'exploration qui va débuter bientôt? Quel type de procédés de forage qui seront donc utilisés d'ici quelques semaines? Toujours dans ce volet technique, je reviendrai, je suis moi lors de le plan du président sur les impacts sociaux et économiques. Ça concerne donc une restitution des risques géomorphologiques suite à la première phase d'exploration.
notamment liées aux études de comportement de la poche d'hydrocarbures par prélèvement. Donc, est-ce que vous avez ces résultats? Est-ce que vous pouvez donc nous les publier? Et enfin, dernière question sur le volet technique. Vous avez dit, vous avez affirmé deux faits. Ça concerne les histoires de courant. Bon. Votre analyse n'est pas partagée par tous les spécialistes en disant que les courants sont favorables, donc sont systématiquement favorables à la production, à savoir donc de la côte vers le large. Les spécialistes, encore une fois, mais bon, je ne suis pas spécialiste, mais je lis des notes qui précisent, non, quelquefois, et plus souvent que vous ne le dites, il y a des courants contraires qui vont donc vers la côte. Donc ça contredirait éventuellement ce que vous venez donc d'affirmer tout à l'heure. Et enfin, la dernière observation, ça concerne les principales migrations saisonnières de la faune aquatique. Bon, je vous ai entendu, j'étais un peu surpris d'ailleurs sur les ondes de Guyane Première, vous disiez que dans cette zone, il n'y a pas de poissons. Bon, j'étais un peu surpris. Mais bon, ça arrive parfois qu'on réponde rapidement. Mais bon, ça m'étonnerait que dans cette zone, comme par hasard, qu'il n'y aurait pas donc de poissons dans cette zone. Alors, là encore, il faudrait rassurer donc à la fois les marins-pêcheurs, mais vous dites que vous êtes souvent en contact avec eux, mais assurer également donc les scientifiques sur cette question, notamment par rapport donc aux tests qui vont débuter donc bientôt, donc d'ici quelques semaines. Est-ce que là vous avez pris donc des mesures particulières justement pour éviter donc ces dégâts? Est-ce que vos phases donc expérimentales vont tenir compte de ces migrations de la faune aquatique? On sait très bien que dans les parages, il y a nos fameuses tortues luttes, qu'on trouve exclusivement dans cette zone, durant une période de la saison. Ce sera durant cette période qui a débuté d'ailleurs, d'avril jusqu'au mois d'août. Donc est-ce que vous allez tenir compte donc, de ces phénomènes? Voilà, Président. Et puis en fait, une dernière question, mais qui va nous permettre peut-être de rebondir. Alors, on a parlé de la phase d'exploration, mais vous avez quelques idées sur la phase d'exploitation. Est-ce que vous avez une idée plus ou moins précise, à quelques barils près, de la quantité de gisements attendus? Alors je vais répondre à vos questions dans l'ordre inverse pour pouvoir finir par la gouvernance qui est reprise dans le chapitre 4. D'abord, monsieur le sénateur, nous essayons de travailler avec des données, pas des sentiments, des données. Sur les courants, la donnée de courantologie est fondamentale dans la conduite de nos activités. Nous sommes des marins, nous devons connaître les courants pour faire des conceptions de systèmes, des choix de matériel comme le Stenard Max, savoir comment positionner des moyens d'intervention, etc. C'est notre cœur de métier. Donc nous ne pouvons l'engager que si nous avons des données sur les courants. Donc nous sommes parmi les gens qui avons fait le plus de recherches sur les courants au large de la Guyane et nous avons fait énormément de relevés. Et nous sommes restés 260 jours en mer. Donc les courants, on les a heure par heure, au jour le jour, sur quasiment une année. Il est vrai que les courants ne sont pas 365 jours exactement comme je vous l'ai décrit, mais ils sont très largement comme ça. Et il y a toujours la circonstance particulière qui peut faire qu'ils ne sont pas orientés comme ça. Elle existe. Mais je ne peux pas laisser dire à certains que les courants vont systématiquement sur Cayenne quand on a relevé une fois dans l'année. C'est la fin de cette audition. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir les travaux de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer, notre site internet publicsénat.fr. Très belle journée à tous.